Test, test, test. Tout le monde m'écoute. J'espère que tout le monde est là. Une seconde. Bonsoir, bonsoir. Salut tout le monde. Ah là, je vois du monde qui remonte. Bonsoir. Parfait pour le son. D'accord, super. Bon, allez, let's go. Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver dans ce webinaire très intéressant, très utile, très riche d'informations et très inédite. Pourquoi inédite? Entre parenthèses, parce que c'est un webinaire grand public et donc on l'a fait pour répondre aux demandes, aux exigences. Je vais juste un instant partager mon écran et on va tout vous expliquer. Voilà. Déjà, dans un premier temps, je tiens à vous remercier parce que vous étiez de plus en plus nombreux à nous contacter, nous envoyer des mails, des messages, des suggestions pour parler et s'intéresser à des sujets plus intéressants, un peu vous illuminer sur des sujets de base. Et ça nous touche vraiment. Et qu'est-ce que je veux ajouter? Et chez nous, ou chez Alform, on est toujours là à l'écoute, on répond aux appels des fans, des abonnés, des personnes comme vous, des suiveurs. Pourquoi? Parce que nous sommes là pour vous accompagner, pour partager, vous encadrer et pourquoi pas vous intégrer par la suite. Vraiment, ça, c'est entre parenthèses, je l'ajoute, parce que chez Alform, contrairement aux autres sites, aux autres enseignes que j'ai travaillé avec eux, ici, il y a une relation humaine et il n'y a pas un script où nous ne sommes pas des robots ou robotisés. Donc ici, vraiment, on tient à répondre aux exigences, aux demandes des abonnés et des fans. Nous sommes une famille. C'est vraiment relationnel entre tous les formateurs, tous les membres et aussi vous, parce que, comme vous avez constaté, vous pouvez déjà là, n'hésitez pas dans le forum, dans les messages, dans le chat, vous pouvez interagir à tout moment, poser vos questions, vos suggestions. Je tiens déjà il y a un deuxième Sylvain, à préciser voilà, je vois du monde, à féliciter et à remercier des gens qui sont avec nous, comme Abdellah, qui est un collègue et qui est expert VMware. Nous avons un Youssef qui est expert en SSCM. Nous avons Sylvain, je ne sais pas si c'est le bon ou pas, qui est expert Citrix. Et au cours et au fur et à mesure de ce webinaire, ils vont pas cesser, donc ils vont pas hésiter ou cesser à vous donner des bons conseils. Je vais commencer. Parce qu'il y a des collègues qui me taquinent, et donc je vais me mettre en silencieux. Donc le webinaire ou le sujet d'aujourd'hui, il est sur le thème de comparaison des solutions de virtualisation. Je vais une seconde parce que qui est un sujet très intéressant. Voilà, comme ça, ce sera bon. Voilà. Là, j'ai un bon affichage. Donc, il y a un sujet très intéressant qui est la base aussi de tout ce qu'on fait dans notre domaine IT. Sans tarder, je vais passer au plan et au déroulement de webinaire pour vous expliquer au fur et à mesure qu'est-ce que nous allons voir et qu'est-ce que nous avons traité. Tout d'abord, avant de décoller, il y aura une partie définition de base. Comme j'ai dit et je le précise, c'est un webinaire grand public, c'est-à-dire il est ouvert à toutes les personnes. Je ne vais pas exclure un tel ou tel niveau, tel ou tel domaine ou spécialité. Donc, on va commencer par une base, par une explication facile, aisée pour que tout le monde sache qu'est-ce que c'est la virtualisation, quels sont bien évidemment les avantages et les intérêts d'un sens d'un côté technique, économique, ergonomique, pour résumer un petit peu. Ensuite, nous allons passer à quelque chose d'intéressant. Donc, si vous voulez bien, cette partie-là, elle est partie de base, si vous voulez bien, on va dire partie de base ou partie introduction, partie grand public. Ensuite, la deuxième partie que nous allons entamer, l'architecture d'hyperviseur, les types 2, les types 1, quelles sont les différences, pourquoi telle ou telle solution, parce que parfois on le trouve dans le travail, mine de rien, on le trouve dans nos universités et les gens, ils ne savent pas apporter une réponse. Donc ça serait le niveau
intermédiaire, donc pouvoir faire les différences, expliquer pourquoi tel choix, et aussi, donc, nous allons faire une démonstration pour voir les vulnérabilités et pour justifier notre choix. On ne va pas juste dire je veux telle solution comme ça dans l'air, vous allez justifier derrière. Ensuite, nous allons comparer les solutions qui sont disponibles sur le marché, toutes les solutions, hein, que ce soit particulier ou professionnel. Donc, jusqu'à ici, ce sera un niveau intermédiaire. Et nous allons sauter, avant d'arriver à cette partie-là, nous allons sauter à une partie professionnelle. Qu'est-ce qui se passe et ce qui se trouve et ce qui est utilisé dans les entreprises pour pouvoir vous expliquer le système de licence, comment on intervient en tant qu'expert ou consultant, ou peut-être pouvoir se positionner parce qu'il y a pas mal d'évolutions dans ce domaine. Là, dans cette partie, ça serait divisé en deux. Ça serait une partie intermédiaire et une partie professionnelle pour vous apporter, bien sûr, avec des démonstrations, avec une comparaison, avec une signification des mots-clés ou des mots qu'on entendait. Je ne vais pas griller les étapes, mais des choses qu'on entend qui est très utilisée dans les entreprises. Donc, vous l'avez compris, au fur et à mesure, nous allons décoller. Je ne peux pas démarrer avec un tableau comparatif directement puisque c'est un webinaire grand public. Et au final, la fameuse partie questions-réponses où tout le monde peut s'exprimer avec liberté, dire ce qui vous passe par la tête, ce que vous avez comme question, ce que vous avez aussi comme suggestion de sujets à traiter dans l'avenir. Je tiens aussi à vous informer que la semaine prochaine, je vais animer un deuxième webinaire sur un sujet aussi intéressant et aussi utile, qui est le déploiement et les créations des images système dans les entreprises. On parle plus des masters pour savoir quelle solution, telle ou telle solution, quel coût cela va me revenir, pour quelle architecture, parce que parfois il y a des entreprises qui investissent dans une telle solution et qui n'est pas adaptée à leur architecture. Donc, ce sera un sujet très, très intéressant. Nous allons faire cette fois-ci des démonstrations pour chaque solution afin de savoir les avantages, les inconvénients et les limites, bien évidemment. Nous allons comparer les outils de Microsoft SSCM, MDT, WSUS, ICD, et pourquoi pas ajouter un outil de clonage, peut-être classique, le Ghost ou FileZilla pour vous expliquer, ClonZilla pour vous expliquer comment ça a évolué. Donc, sans tarder, je ne sais pas si je peux voir les commentaires. Ouais, donc voilà, bonsoir à tout le monde. Voilà. Donc, sans tarder, nous allons entamer avec la partie définition, grand public. Pourquoi et comment est venue la virtualisation et qu'est-ce que c'est. Donc là, c'est partie définition. Alors, la virtualisation consiste à exécuter des systèmes d'exploitation ou applications dans un environnement isolé de celui de base. Ça, on comprend qu'il y a un système qui va être exécuté ou qui va tourner sur une machine sans avoir un lien. Plusieurs types de virtualisation possibles. Virtualisation des OS, virtualisation des applications et des données. Virtualisation des OS, système d'exploitation où on parle ici des machines virtuelles, puisqu'un système doit tourner sur une machine. C'est notre sujet d'aujourd'hui et c'est ce que nous allons traiter. Je vais quand même faire le point sur les applications et les données. La virtualisation des applications consiste à faire quoi? Ce qu'on voit, par exemple, dans les grandes entreprises ou dans les enseignes, par exemple, comme les caissières ou trucs comme ça, consiste tout simplement à installer et mettre en place une application qui va tourner sur une machine, pour rester toujours sur les termes faciles, sur une machine à distance, et on va faire en sorte que cette application apparaît sur notre bureau, sur notre smartphone, et sera utilisée. Dans nos têtes, on pense pour les utilisateurs lambda qu'elle est exécutée sur l'autre, ou sur l'équipement local, alors qu'elle est exécutée sur un dispositif distant pour plusieurs raisons, gagner de la performance. Le jeton, par exemple, pour les gens qui entendaient, ouais, j'ai pas de jeton pour un problème de licence pour les applications lourdes, pour que ça tourne. On peut s'intéresser à ce sujet s'il y a des personnes qui sont intéressées par la suite. La virtualisation des applications, bien évidemment, en comparant les solutions, qui sont sur le marché, l'architecture, la mise en place et les avantages et l'inconvénient. Et ensuite, il y a la virtualisation des données qui
c'est ce pas d'augmenter ces dernières années. Elle consiste à la place de se trouver avec plusieurs équipements comme le NAS ou des SAN de sauvegarde à gauche, à droite, de tout regrouper dans un seul équipement et gérer toutes les données qui sont partagées, toutes les données de l'entreprise à partir, par exemple, d'une seule interface facile. On parle de virtualisation de données. Cette partie, je la traite pas forcément. Il y a un collègue qui a déjà parlé dans le webinaire. Il a parlé dans l'hyperconvergence, donc il a traité cette partie pour les personnes qui sont intéressées. Les machines virtuelles, qui est un élément clé de notre virtualisation, peuvent être hébergées sur un hôte, dit hyperviseur, ou tournées sur une solution, on parle d'émulateur. Par la suite, nous allons expliquer et montrer quelle est la différence entre l'hyperviseur et l'émulateur. Pourquoi? Les deux, en fait, sont la même chose, mais pour ne pas confondre, en tant que professionnel, on les distingue parce qu'il y a vraiment des limites au niveau de performance et des vulnérabilités au niveau de sécurité. Je vais reprendre les collègues qui sont en train d'interagir avec moi. Voilà. Et tous les systèmes d'exploitation peuvent cohabiter et s'exécuter simultanément sur des machines virtuelles. Je vais aussi ajouter un exemple ici un peu plus parlant avec une définition. Pour moi, la virtualisation, pour résumer, consiste à simuler plusieurs machines physiques au sein d'un seul équipement. On peut le voir ici. Nous avons une machine sur laquelle l'Unix il tournait, une machine sur laquelle Windows il tournait, une machine, par exemple, sur laquelle Solaris il tournait. Et ces trois machines, on les a simulées au sein d'une seule machine. Voilà. Déjà, là, vous pouvez voir que grâce à la virtualisation, ces machines, elles peuvent cohabiter. Contrairement à ce qu'on peut faire sur une seule machine physique, en réalité, on ne peut pas démarrer deux systèmes en même temps, où il faut un dual boot pour booter soit sur un OS, soit sur l'autre, avec toutes les complications que cela engendre derrière. Donc ça, par exemple, c'est ce qui consiste, ou c'est une définition simple et facile de la virtualisation. Déjà, à ce stade-là, vous allez commencer à se poser des questions. Oui, c'est facile, c'est bien. Ah, tiens, ça rapporte quelque chose. Ah, tiens, il y a intérêt. Ben justement, ce sera la partie que nous allons voir juste de suite. Quel est l'intérêt et l'avantage de tout cela? Pourquoi virtualiser? Là, on a compris la définition, mais pourquoi virtualiser? Parmi les avantages, nous allons citer les plus connus, les plus répandus, et je les répartis en trois façons, trois thèmes ou trois sous-catégories importantes. Déjà, avantage technique. La virtualisation permet de préparer sa topologie, architecture, maquette. Ici, on parle des personnes, par exemple, les particuliers qui veulent travailler chez eux, qui veulent dans l'apprentissage. Ils n'ont pas assez de moyens pour se retrouver, même parfois assez de place pour se retrouver avec une dizaine de machines pour tester, par exemple, ici, tester un serveur pare-feu PF5, ici, tester un serveur web, ici, tester. Donc, la virtualisation apporte cet avantage. Aussi, un deuxième avantage pour les professionnels, que ce soit déjà dans les entreprises, préparer sa maquette. Nous, quand on intervient en tant que consultant, le client ne va pas s'amuser à nous donner la main, nous créer des machines. Donc, c'est à moi. Et moi, je ne vais pas m'amuser à venir projeter ou ramener, je ne sais pas, dans une camionnette, 10 serveurs ou quelque chose comme ça. Je dois projeter, je dois présenter mon projet. Je fais une maquette virtualisée et je ramène ma seule machine virtuelle et je la projette en expliquant au client donc, ce qui se passe. Elle permet, parmi les avantages techniques, tester les systèmes d'exploitation en cours de développement, c'est-à-dire il y a une nouvelle version de Windows 10 qui sort, je peux la tester. Toujours lié à ça, valider le logiciel dans un environnement de test contrôlé, isolé, sécurisé. Par exemple, ici dans les entreprises, on fait une machine virtuelle sur laquelle on déploie, je donne juste à titre informatif, on déploie les mises à jour Windows dessus et une fois après une date c'est validé, je peux le déployer sur l'ensemble des machines en production dans le parc. Donc ça, c'est un des avantages techniques de la virtualisation. Contrôler la gestion, la maintenance, l'exploitation. Ici, je peux contrôler, en utilisant des machines virtuelles, faciliter le travail. Par exemple, ici, par exemple, un exemple de mon hyperviseur avec des machines virtuelles.
Contrairement à la solution de base, par exemple, une dizaine de machines qui tournaient physiquement. Si je dois mettre à jour ou installer un pilote, il suffit de l'installer sur une seule machine qui va héberger les machines virtuelles. Alors que là, je dois l'installer sur 3 machines. Si je dois faire une gestion, je dois supprimer. J'ai fait mes tests, je veux supprimer une machine. Je peux la supprimer facilement en un seul clic. Tandis que ici, si je la supprime, il faut tout réinstaller à zéro, sinon la machine, il n'y a rien dessus. Je veux cloner, copier, enregistrer l'état, sauvegarder. Tout cela, ce sont des avantages techniques de la virtualisation. Nous allons passer bien évidemment à ce qui est lié aux techniques dans le monde professionnel ou le monde informatique, c'est l'économie. Et qui parle d'économie parle de budget, finance, argent. Parce que, bien évidemment, c'est bon que la solution apporte quelque chose, mais s'il n'y a pas un budget derrière, s'il n'y a pas un bénéfice financier, ben, ça ne sera pas adopté. Bien évidemment, la virtualisation permet de réduire les coûts en réduisant les ressources physiques, c'est-à-dire on se retrouve avec moins d'appareils physiques. Et qui dit appareil physique dit licence, dit contrat de maintenance, dit garantie, dit facture, parce que les factures, par exemple, dans les entreprises, c'est pas comme ce qui nous passe par la tête chez les particuliers. On achète un équipement, un ordinateur, par exemple, ou un poste dans une entreprise avec une garantie. Et la garantie, c'est ce qui fait que le fournisseur ou le prestataire se déplace. Sauf que cela, parfois, elle a des inconvénients. Pourquoi? Nous, par exemple, on achète 3 serveurs d'un fournisseur qui est connu. Je ne virtualise pas. Ça m'est arrivé dans des entreprises récemment que j'ai vues. Étonnamment, j'étais surpris, mais bon. Ils avaient 3 serveurs d'une telle marque. Un serveur est tombé en panne. On l'a acheté. Comme il est sous garantie, il y avait des grèves, il fallait attendre le fournisseur. On ne peut pas toucher. On ne peut pas, comme sur les machines virtuelles, éteindre, casser, recréer un disque dur. Il faut attendre que le fournisseur, sinon si on touche, il n'y aura plus de garantie. Et donc ça avait un impact sur la production puisqu'on n'avait pas démarré la machine pendant à peu près 2 jours. Minimisant le nombre de licences, par exemple, un des avantages, bien sûr, de la virtualisation, si je dois sauvegarder ou acheter des outils, des licences, des logiciels de sauvegarde, ici, je vais me contenter avec un seul logiciel de sauvegarde, par exemple, qui va englober l'ensemble des machines virtuelles et ma machine physique, tandis que ici, la licence, elle va exploser, gonfler, puisque j'aurai besoin de N fois le nombre de licences. Coût d'intervenant effectif, parce que, comme vous savez, dans les entreprises, il faut que des prestataires, ils viennent, ils changent les disques pour des sauvegardes, ils changent des équipements. Ça, c'est pour la partie économique. Je vais voir s'il y a quelqu'un qui vous a des questions. Non. Nabil, on n'est pas encore arrivé aux vraies licences. Là, je parle de licence de logiciel. La licence dont vous parlez, voilà, la licence, on va y venir. Là, je suis vraiment en préparation. On n'a pas encore décollé. Donc, ça, c'est les choses de base. Les licences des logiciels, par exemple, antivirus. Je vais me retrouver, si j'ai 10 machines, je vais me retrouver avec 10 antivirus. Je vais prononcer le mot logiciel de sauvegarde de restauration utilisé dans les entreprises. Par exemple, Vim, qui est devenu une référence aujourd'hui. Vim, si j'ai 4 machines physiques, eh ben, c'est 4 licences. Je vous laisse imaginer à peu près 400 € la licence. Donc, c'est 4 fois 400 €. Tandis que si j'ai virtualisé, c'est une seule licence. Donc, voilà, je parle plus de ces licences. Les autres licences, il faut vous accrocher, ça va venir. Je vais entamer cette partie d'introduction de base. Ergonomique. Ergonomie, en fait, c'est le terme qui est associé à tout ce qui est bien-être informatique entre l'utilisateur et entre l'équipement technique. Bien évidemment que, excepté le budget et tout ce qui est technique, il y a tout un environnement derrière, puisque moins de serveurs, et ça fait aussi partie de l'économie un petit peu, parce que moins de serveurs, qui dit moins de serveurs, dit une salle un peu restreinte. Un serveur, c'est pas une trentaine, donc on gagne en mètres carrés, ça aussi, c'est un coût. Réduire les charges, les factures d'électricité, parce que chaque équipement, il a son bloc d'alimentation. Certes, un serveur, il est puissant pour faire tourner plusieurs machines, il va consommer un peu plus, mais il va consommer, bien évidemment, moins. Si je virtualise 10 machines, je vais consommer
moins que 10 machines physiques avec leur propre bloc d'alimentation, leur propre charge, ainsi de suite. Moins d'encombrement pour l'agronomie, moins de câblage, moins de prises, je l'ai signalé ici, moins de prises, moins de switch, qui a aussi un coût, hein, parce que quand on a un ou deux serveurs, c'est pas comme si on avait une trentaine qu'il faut mettre plusieurs raccordements. Et aussi, n'oubliez pas, voilà, moins de climatiseurs, c'est ce que j'allais dire. Puisque un serveur ou deux serveurs, à la limite, moi, entre guillemets, j'ai vu un collègue qui avait mis un ventilateur de 20 euros, il l'a mis devant le serveur, il m'a dit, moi, mon serveur, il ne chauffe jamais. Bah, peut-être il a raison, parce que, ou à la limite, on peut se contenter d'une seule sonde, une petite sonde quand on a un ou deux serveurs. Mais quand on a une trentaine de serveurs, bah, c'est une salle qui doit être climatisée. Le problème, c'est que si la clim coupe ou elle tombe, c'est toute la production qui est tombée. Donc, voilà un petit peu l'intérêt de la virtualisation. Voici en ce qui concerne les définitions de base. Je pense que pour l'instant, c'est clair pour tout le monde. Nous n'avons pas encore entamé les parties induites. Merci Sylvain. Donc, nous n'avons pas encore décollé. Nous n'avons pas entamé les parties plus techniques. Vous n'avez pas des questions par rapport à cette partie? J'enchaîne. En tout cas, vous allez pouvez toujours récupérer le cours et donc voir les diapos et lire à votre propre rythme. Voilà. Pour l'instant, on n'a rien vu encore, donc on continue. Tout le monde peut lire ça, il peut le comprendre. Les architectures de virtualisation. L'ensemble des composants et leur organisation qui permet la mise en place de la virtualisation d'un ou plusieurs systèmes d'exploitation logicielle s'appelle hyperviseur. L'hyperviseur, c'est la solution qui va nous permettre de, là on a vu que le besoin et l'avantage, qui va nous permettre de faire simuler ou de faire tourner ou de créer ou de manager ou de gérer nos machines virtuelles. Maintenant, l'hyperviseur, il existe deux types. Plusieurs personnes ignorent ou sautent cette partie ou donnent pas très important, beaucoup d'importance à cette partie qui est très importante. Type 1, qui est sécurisé, isole le noyau du système. On va bien le détailler, l'expliquer et surtout faire une démonstration. Et le type 2, qui est invité, qui tourne sur un système d'exploitation. Voilà, passons maintenant au voyant la vraie architecture. L'hyperviseur de type 2. Un hyperviseur de type 2 est un logiciel, généralement assez lourd, qui tourne sur un OS. L'accès aux composants, processeur, RAM, stockage, se fait par le biais d'un logiciel émulateur. Les performances en sont donc impactées et réduites. Je vais expliquer. Qu'est-ce que c'est? Les hyperviseurs de type 2, rappelez-vous bien de ça. Oubliez ça, oubliez cette partie des exemples. Ici, j'ai mon matériel physique. Ici, j'ai mon OS, Windows 10, Windows Server, Windows 10, Linux ou quoi que ce soit. Ici, les types 2, ici, c'est là où mon hyperviseur, ma solution, elle va s'installer. C'est une surcouche sur l'OS de base. Et c'est sur cette couche qu'elle va me créer un hyperviseur sur laquelle je vais faire tourner mes VM, mes solutions. Elles vont tourner ici, sur l'émulateur. C'est bon là, je pense qu'il y avait un problème de son. Je reprends. D'accord, super. Donc, là, je reprends. Quand les machines virtuelles sur les types 2 veulent accéder au computer, processeur, à la RAM, au stockage, ils doivent demander ou passer par l'émulateur. Que lui, le logiciel, notre logiciel d'hyperviseur, que lui, il va demander ça à notre OS de base, notre couche, et que lui, à son tour, il va faire l'intermédiaire et il va accéder pour lui allouer ce qui est souhaité, soit la RAM, soit le disque. Donc, il n'y a pas une connexion directe haute
VM matériel. Il faut passer par, à la limite, l'émulateur ne nous dérange pas, mais il faut passer par la machine haute. Et qui dit passer par la machine haute, dit à chaque fois. Test, test, test. Là, est-ce que c'est revenu? Sinon, je vais passer au centre de caméra. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. C'est bon? Super. Donc là, qu'est-ce que je voulais dire? Quand je vais louer un espace de RAM, je vais demander à mon Windows 10 de partir écrire dans la RAM. Je vais demander à mon Windows 10, par exemple, je donne un exemple là pour VirtualBox, elle va demander à Windows 10 de partir écrire sur la carte réseau. Et qui dit ça? Dit quoi? Dit perte de performance et dit vulnérabilité, ce qu'on va voir dans la démonstration. Et parmi les hyperviseurs de type 2, il y a Virtual PC, Virtual Server anciens de Microsoft qui sont abandonnés, on ne les trouve plus. Il y a Parallel Mac qui est utilisé sur les outils Mac. VirtualBox, notre fameux VirtualBox, et VMware. VMware, donc, qui est très connu. Rappelez-vous que VMware, c'est un hyperviseur de type 2. Et les hyperviseurs de type 2, ils n'ont pas accès directement aux équipements, donc ils constituent une vulnérabilité. Voilà. Maintenant, ça va justifier de plus en plus si vous intervenez. Moi, par exemple, je trouve dans des écoles des personnes qui me disent « Ouais, on leur met VirtualBox, VMware ». Je les dis « On ne peut pas former des ingénieurs en mettant de VMware ». Par exemple, parce que c'est en type 2, il n'est pas sécurisé. Il me dit, et comment tu prouves ça? Nous allons le démontrer tous ensemble et rapidement, sans trop tarder. L'hyperviseur, contrairement à l'hyperviseur de type 2, l'hyperviseur de type 1, lui, il tourne sur un noyau léger. Il permet un accès aux composants, la RAM, processeur, stockage et carte réseau direct. Et du coup, il est plus performant. Je vais expliquer. Par exemple, ici, j'ai mon hyperviseur, ma solution, elle est installée directement sur le matériel. Les machines virtuelles, quand ils veulent accéder, ils vont accéder directement à la RAM. Ils vont écrire sur la RAM. Celui-là, il va écrire sur la RAM. Et du coup, comme je n'ai pas une couche intermédiaire, je ne peux pas intercepter. C'est plus sécurisé. Chacun, il écrit, il prend la partie qu'il veut. Je n'ai pas besoin, comme dans le premier exemple, celui-ci par exemple, là où j'ai un émulateur. Ma VM sur VirtualBox demande à VirtualBox que lui demande à Windows 10 que Windows 10 part écrire sur le processeur. Ici, c'est différent. Vous allez me dire Hyper-V. Hyper-V, c'est un outil qui est intégré à Windows 10. Certes, je vais me contenter du son de la webcam. Voilà. Je ne sais pas si la qualité elle est bonne. Elle est bonne. Bon, on va faire comme ça. C'est bon pour la qualité? D'accord. N'hésitez pas. Super les gars. Donc là, les hyperviseurs de type 1, je vais expliquer juste une exception pour que vous sachiez aussi le dire aux autres. C'est que notre Hyper-V, au moment qu'on l'active, notre Windows 10, il devient lui-même virtualisé. Windows 10, de base, celui qu'on a installé, Windows Server, il devient virtualisé. Et du coup, les autres VM peuvent accéder directement comme lui. Donc, il n'est pas vu comme une surcouche. Donc, Microsoft est arrivé à cette architecture, contrairement aux autres hyperviseurs classiques comme VirtualBox et VMware, que eux, ils ont besoin de passer par l'intermédiaire qui est ma couche OS. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie? Je peux la reprendre et je vais faire une démonstration assez claire. Donc, bien évidemment, parmi les hyperviseurs de type 1, on trouve Hyper-V intégré à Microsoft, Xen Server de Citrix, KVM de Linux et le fameux ESX vSphere de VMware que nous allons bien traiter, bien détailler juste après. Si vous avez des questions, vous le dites par rapport au type. Voilà. Je pense que je vais continuer, sinon on va décaler les questions à la fin. Je vais faire une démonstration assez parlante. Donc là, je passe
à la démonstration. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais me connecter à un bureau à distance pour voir la comparaison. J'ai une machine connexion bureau à distance. Et je tiens de préciser que les types 2, donc, ils sont bien évidemment moins sécurisés. Et puis, il y a une couche. Là, j'ai VMware, que vous connaissez, que tout le monde il a. Donc, on a dit VMware, il est de type 2. Je vais démarrer mon Windows 10 dessus. J'ai émulé ma vraie carte réseau. Donc, c'est comme si je suis dans mon même environnement, comme si je suis connecté à ma box. En même temps, je vais faire l'exemple avec Hyper-V pour vous montrer la vraie différence entre type 2 et type 1. Là, j'attends que mon Windows il se lance. Je vais anticiper avec l'outil Wireshark. Donc, si vous ne le connaissez pas, c'est un outil de capture de trame de tout ce qui se passe sur le réseau. Je peux faire là, on n'a pas assez de temps pour faire des captures sur le disque et sur la RAM pour vraiment montrer ce qui se passe. Mais peut-être ce sera fait dans des formations ou en off. Là, je vais écouter sur ma carte. Donc là, je suis dans ma machine virtuelle, Windows 10. Voilà. Faire ipconfig. Voilà, numérique câble 571. Ceci est ma machine de Windows 10, la réelle. Elle est sur 552. Ici, je suis 551, 71. Donc, ma machine virtuelle, elle communique vraiment avec l'extérieur. Je vais faire un ping. Ping google.fr/t. Je vais voir, est-ce que mon Wireshark, il capture cette RAM? Je vois que là, il y a des pings. Je vais faire de ICMP. Je vois qu'il y a le 61 qui ping. C'est quoi le 61? C'est moi. Regardez, ma machine haute, elle a détecté ce que ma machine virtuelle, elle fait. Mon Windows 10, il a détecté ce que la VM sur VMware Pro, elle fait. Je vais donner un autre exemple. Je vais partir sur un navigateur. Pourquoi? Parce que ma VM a demandé à VMware, qui est l'émulateur, de demander à Windows 10 d'accéder à la carte réseau et ainsi de suite pour les autres exemples. Je vais rentrer dans le site d'un collègue à moi, Philippe Bart. Si vous ne l'avez jamais fait, c'est l'occasion. C'est un grand expert en solutions Microsoft. Donc là, je rentre dans le site de Philippe Bart. Sur ma machine, sur ma VM toujours, je me balade. Je vais faire un stop ici, voir les HTTP, requête HTTP. Est-ce qu'on arrive à voir, je suis rentré où? Ici, je n'ai pas assez de données. Qui voit Philippe Bart? Sinon, je vais refaire le... est-ce que... regardez là. J'ai capturé les trames de ma machine haute, à partir de ma machine haute, de ma machine virtuelle, et là, je vois que mon collègue, la machine virtuelle qui a cette telle ou telle adresse, a accédé au site web Philippe Bart. Après, je peux voir les données, donc sur le nœud, sur la page 370, je sais pas, voilà, sur la page 370. Donc ça, c'est les vulnérabilités des machines de type 2. Quand vous voyez qu'il y a VMware ou VirtualBox installé, vous dites non. Déjà, de 1, ça ne va pas vous servir sur votre CV puisque les entreprises l'utilisent pas de toute façon. Donc, c'est un gâchis de temps, un gaspillage de temps. Et de 2, donc, c'est vulnérable et vous pouvez le démontrer avec un tel exemple sans perdre de temps. Je vais revenir sur mon hyperviseur, sur mon Windows 10. Ça, c'est l'outil. Et là, par exemple, je vais faire la même expérience. Je suis sur Windows 10. Puisque les Windows 10, ce sont les Hyper-V, c'est un hyperviseur de type 1, du coup, on a dit il accède directement. Il n'est pas vulnérable. Il accède directement aux ressources matérielles. Donc là, par exemple, si je fais ipconfig, je ping google.fr,
je vais lancer mon Wireshark. Je vais capturer et normalement, je vais pas intercepter le trafic ou écouter ce que la machine a fait. Pourquoi? Parce que c'est un hyperviseur de type 1 et il accède directement. Allez, j'attends que cette partie se lance et on va passer au tableau récapitulatif pour bien expliquer les licences et tout. Donc, j'étais en one. Je vais voir, est-ce que, bien évidemment, il y a des échanges. Est-ce que je capte un ICMP? Non, je capte rien. Je vais pinguer quand même ma machine. À partir de ma machine, je ping Google. Là, je capte. Ma machine haute, je la capte. Là, vous voyez, ça va s'arrêter. Ma machine haute, je la capte. Ma VM, je la capte pas. Pourquoi? Parce que c'est de type 1 et c'est sécurisé. Et du coup, plus performant. Voilà. Donc, on s'arrête dans cette partie. On va reprendre notre cours. On va reprendre notre cours. Je vais voir s'il y a des gens. Ben, bien évidemment, c'est normal parce que c'est des hyperviseurs de type 1 d'Ivril. Voilà, je vais reprendre. Oui, justement, non, il ne faut pas utiliser VMware du tout, ni maquette, ni rien, parce que ce n'est pas sécurisé. Autant prendre l'habitude de, comme je viens et je le répète, de s'habituer avec Hyper-V. Pourquoi? Parce que ça serait un plus. Hyper-V, il est utilisé dans les entreprises. VMware, pour les personnes du système, réseau ou quoi que ce soit, autant passer du temps pour quelque chose sur quelque chose que je peux ajouter sur mon CV que perdre du temps sur quelque chose que dans les entreprises. Si je mets VirtualBox dans mon entreprise, ben, sur le CV, excusez-moi, dans l'entreprise, ça n'a pas de sens. On va prendre celui qui utilise Hyper-V ou quoi que ce soit. Donc là, c'est un tableau récapitulatif. Je vois qu'on avance vite au côté du temps. Donc, VirtualBox, elle est de type 2. Il est gratuit. C'est une solution donc de base pour les débutants ou les non-informaticiens qui ne veulent pas trop s'approfondir ou se prendre la tête. Voilà. Ça, c'est pour VirtualBox. VMware, il a un coût de base. Il y a une partie gratuite de VMware. Nous allons voir juste après. Workstation, mais elle permet de tourner une seule VM. Je pense que si on met un hyperviseur, c'est pas pour faire tourner une seule VM, c'est pour faire tourner plusieurs. Donc, VMware, il est de type 2. Il a un coût à partir de 150 € jusqu'à 250. Par rapport à la version, il évolue. On achète une seule version. Donc, solution intermédiaire, permet des supports, mais très déconseillé puisqu'on perd un peu on perd des performances. Aussi, j'ajoute qu'elle ne fait pas la mémoire dynamique. Je vais l'expliquer vers la fin. Ensuite, nous avons Hyper-V, qui est donc l'hyperviseur de Microsoft maintenant intégré nativement sur Windows 10, Windows Server. Sur Windows 10, il est gratuit, il est de type 1, il est sécurisé, il est rapide, il est performant et il est intégré. Il suffit d'avoir sur Windows 10 une licence activée, et bien, on a notre Hyper-V. Il existe en version Windows Server que je vais détailler juste après. VMware vSphere, ceci est la solution professionnelle utilisée dans les entreprises du fabricant VMware. Elle a un coût entre 600 et 1500 balles, ainsi de suite, pour les versions de base. Elle nécessite, contrairement à Hyper-V, des connaissances avancées, parce que VMware ESX, là on va parler, ou de vSphere, il faut un peu de formation pour pouvoir utiliser. C'est un petit peu compliqué au fur et à mesure que nous voulons gérer une grande ferme. Une ferme, c'est un ensemble des serveurs. Coût élevé, donc très performante et sécurisée. Ensuite, il y a Citrix Xen Server, qui est de moins en moins utilisé. C'est un hyperviseur de type 1 classique. Il a un coût lui aussi. Il permet de faire 3 VM. Après, il faut, à partir de 3 VM, payer une licence de 450 € par an pour le nombre de VM qu'on veut. Citrix, elle a laissé abandonner le marché de virtualisation, c'est bien de le savoir, sur les machines virtuelles. Citrix, c'était une solution de virtualisation des applications et des bureaux à distance historiques, qui est très performante et très facile d'utiliser dans ce secteur. Dans le secteur de virtualisation de machines, elle s'est retirée du marché, mais c'est bien à le rappeler. Mais voilà, Citrix, c'est plus virtualisation des applications et des bureaux à distance. Elle ne fait plus des machines virtuelles. Passons une petite
un petit récap sur le VMware, les deux solutions. Non, on va faire un duel sur les deux solutions les plus utilisées de marché. VMware et Hyper-V. Et ce qui est déjà intéressant, les licences, ainsi de suite. Donc, VMware, ceci, c'est une image que j'ai prise ce matin sur leur site officiel. Donc, ça peut évoluer du demain ou après-demain. C'est juste à titre indicatif. J'ai le Workstation que lui, j'ai dit, il est limité. Une version gratuite et une seule machine. Sinon, je vais lui grader la mise à niveau avec une licence. Et donc, ainsi de suite, que la licence, que les fonctionnalités s'ajoutent, il y a une licence. Donc ça, pour le VMware Desktop Bureau qui est de type 2, on doit payer en plus. Maintenant, on arrive à une chose intéressante. VMware Pro, qu'est-ce que c'est? vSphere, plus utilisé dans les entreprises. C'est une suite de logiciels lancée en 2009, comprenant de nombreux composants. Hyperviseur ESX, vCenter, vSphere Client. Plus souvent, vous allez entendre ESX dans les entreprises, mais là, on va vous expliquer qu'est-ce que vraiment la différence entre tout cela. Donc, ça, c'est vSphere. vSphere n'existe pas en un seul produit. C'est un ensemble de produits qui représentent chez VMware Pro. ESX. ESX, c'est quoi? C'est le serveur de virtualisation de type 1, bare metal. Qu'est-ce que c'est bare metal? Ça veut dire une installation nue directement sur la machine. On n'a pas besoin d'un système intermédiaire comme Windows Server ou Windows 10. On installe directement. Ça, c'est ESX. Donc, c'est un hyperviseur qui fait gérer toutes les machines virtuelles. ESX a remplacé ESXi, en fait. Un collègue expert m'a dit, on dit toujours ESX, a remplacé ESX depuis 2004, licence gratuite, et le I signifie donc intégré. ESX, donc, c'est l'hyperviseur. Et vSphere, c'est la suite des composants. Et ils disent que ESX, est gratuit. Voyons faire une démonstration. Je reviens à mon serveur. Là, j'ai ESX. C'est la dernière version 7.01 qui est apparue il n'y a pas longtemps, il y a une semaine. Oui, il n'y a pas de client lourd, nous allons arriver. Donc ça, c'est vSphere. Il est gratuit. C'est mon hyperviseur, bare metal. Il s'installe directement sur le matériel. D'accord? Voilà, il est là. Je l'ai mis en place. Je fais comment? Je crée comment par magie? Je crée les machines. Comment je les arrête et je les redémarre, etc. Donc ça, cette partie est gratuite. Ça, c'est mon ESX. Il ressemble à ça. Il est comme ça dans les entreprises. J'ai besoin de quoi? J'ai besoin de prise en main. J'ai besoin d'une manipulation à faire dessus. Pour cela, il y a vSphere Client. Il faut bien séparer vSphere et vSphere Client. vSphere, c'est l'ensemble ESX plus vSphere Client et vCenter. Mais vSphere Client, c'est une substitution qui permet donc de contrôler. Actuellement, elle est utilisée à partir, donc c'est un gestionnaire portail web. On peut se connecter à partir de notre site, de n'importe quelle URL. Ça apporte un grand plus, donc permet aux administrateurs de contrôler. On va faire une démonstration. Donc ça a des avantages, mais cette partie-là, elle a une licence. Donc elle a une licence qu'il faut acheter. Si j'essaie de me connecter, elle me permet en fait de se connecter à ma solution. Je vois ce que, donc une fois que je me connecte, il va me demander les identifiants et les mots de passe. Donc ça, c'est pour la partie professionnelle qu'on trouve généralement dans les entreprises. Et là, je peux gérer mon ESX, mon hyperviseur. J'ai besoin de ce navigateur qui est intégré nativement maintenant. On n'a plus besoin de réinstaller, sauf que c'est 30 jours gratuit. Après 30 jours, donc, je dois, là, j'ai une licence qui doit s'expirer le samedi 12 décembre. À peu près un mois, 30 jours. Ensuite, je vais acheter au fur et à mesure des... ça, c'est les options qui me permettent de faire des fonctionnalités. J'achète au fur et à mesure les fonctionnalités que j'ai besoin et chaque fonctionnalité, elle a un coût. Donc ça, c'est pour ESX et vSphere. Il y a le vSphere vCenter qui est un outil, une application qui s'installait bien avant dans les anciennes versions. Contrairement au navigateur, elle permet de faire la même chose que le navigateur il faisait. Elle est de plus en plus, elle disparaît. Peut-être qu'elle n'est pas à jour ou qu'elle n'est pas intégrée dans le dernier package. Sauf qu'ils disent que pour les entreprises, il y a encore des fonctionnalités spécifiques comme la haute disponibilité, les mises à jour, la migration à chaud, la réplication, qui n'est pas faite par le navigateur. Elle est faite
par ce client qui s'installe. Je ne l'ai pas installé parce que je ne l'ai pas trouvé et il est un peu lourd, mais j'ai trouvé des captures. Il est où le client? Il est là. Je double-clique, cette interface s'ouvre, je m'identifie et j'accède à la même chose que j'accédais sur le navigateur web. Peut-être avant c'était intéressant puisque le navigateur URL HTML5 c'était pas très rapide, c'était pas si développé, on pouvait pas prendre la main à distance, c'était un peu salagué, c'était un peu lent, etc. Mais voilà, il est en cours de disparition et donc il permet la même chose. Un seul avantage, c'est que les utilisateurs qui n'ont pas le client, l'application installée, ne peuvent pas accéder à notre serveur. Voici une petite comparaison des versions, c'est à partir. Donc, si je choisis ce que j'ai montré tout à l'heure, de l'activer avec choisir des options de base, j'achète une licence à partir de 30 jours, 700 € à peu près, ils vont me donner des fonctionnalités. Et au fur et à mesure que je paye plus, donc selon le pack que je veux, j'aurai les fonctionnalités adéquates ou requises à mon entreprise. Oui, le client lourd, il n'existe plus à partir de la version 7, mais il permet, comme j'ai expliqué, ça je l'ai récupéré de leur site et en discutant avec un collègue de VMware, un expert de VMware, il permet aux entreprises qui n'ont pas encore migré, qui sont dans des anciennes versions, de gérer des fonctionnalités un peu spécifiques, comme la haute disponibilité et la VMware, que le client léger, il ne permet pas de faire. Donc voilà, ça ce qui concerne les licences. Nous allons passer maintenant à Hyper-V, qui est le concurrent direct de VMware. Hyper-V, on l'a dit, c'est un hyperviseur de type 1, il est gratuit. Ça, c'est pour les licences. Les licences de VMware, il ne touche pas aux licences d'OS. C'est juste pour l'hyperviseur et pour pouvoir créer les machines virtuelles. À vous de vous débrouiller après avec les licences de vos machines virtuelles. Hyper-V, il est intégré à Windows, il est gratuit. Sur Windows 10, on l'a dit, quand on a la licence, on a l'hyperviseur gratuit, simple, facile, il nous permet de faire plein de choses et sans passer des solutions tierces de type 2 qui sont moins sécurisées. Sauf qu'il y a une différence et il y a des limites. Sur la version Windows Server, il faut savoir que Hyper-V il est intégré de base, donc on peut soit l'activer, soit le désactiver. On ne peut pas le désinstaller, on a besoin de rien télécharger. Sur Windows Server, il y a des fonctionnalités de plus avancées, comme la prise en charge de la fibre optique, prise en charge de la réplication, création des clusters. Donc, c'est un petit peu avancé. C'est bien évidemment, ce n'est pas le même prix et ce n'est pas la même licence. Voici un tableau de version. La dernière version, c'est 9.1. Elle est en bêta, elle est en test, elle n'est pas encore déployée. La dernière version d'hyperviseur, c'est la version 9. Pour les gens qui ont des questions, je reviendrai. Voilà, il permet de... Non, les Snapchat, on peut faire sur Windows 10, sur Hypervisor, sur Windows 10, comme sur Windows Server. Je vais parler maintenant sur les licences. On a dit que VMware, tu achètes un pack qui t'active ton vSphere selon ce que tu veux. Là, Windows, c'est un peu différent. Alors, il y a une version Windows il y a une version d'hyperviseur gratuit, nu, sans OS, que tu télécharges et que tu l'installes. Elle est gratuite, elle n'a pas de limite. Sauf que, quand je vais commencer à installer les VM dessus, je vais les activer avec une licence. Donc, ça revient même. Si j'ai, pour ne pas reprendre cette partie, Windows 10, au moment que j'ai ma licence, mon Hyper-V, il est activé, gratuit. Windows Server, c'est différent. Si je prends une licence standard, j'active mon Windows, parce que Hyper-V, il est installé sur Windows. Si j'active mon Windows standard, j'ai le droit, le Windows standard, il a un prix de 820 €. J'ai le droit, déjà je parle des licences, j'ai le droit avec une licence standard de faire tourner deux VM, d'activer mon hyperviseur et faire tourner deux VM. Ces deux VM, ils seront licenciés, ils seront activés, deux Windows Server, ils seront activés. Donc j'achète mon hyperviseur et deux Windows Server à utiliser au prix de 820 €. Les limites ici, c'est que Microsoft, elle a fait des limites par rapport au nombre de processeurs et nombre maximum de cœurs. C'est-à-dire, moi j'ai un i7 sur mon ordinateur là, actuellement, j'ai un processeur et quatre cœurs. Ici, je ne parle pas des threads.
les multithreads, les cœurs logiques. Je parle de cœurs physiques. Il ne faut pas confondre parce que les cœurs logiques, eux, ils peuvent être le double, mais ils ne sont pas licenciés. C'est-à-dire, j'ai pris un exemple pour deux processeurs, chacun 8 cœurs. Ça fait à peu près 16 threads. Ici, cette licence de 820 €, elle intègre toutes ses capacités. 2 VM à activer, un processeur ou deux processeurs physiques sur la carte mère maximum et 8 threads, 8 cœurs par processeur ou jusqu'à 16. Je peux mettre un processeur physique avec 16 cœurs et l'activer avec une licence de 820 €. Si j'avance, si je dépasse, je vais faire 3 processeurs, ben, je dois acheter 2 licences. Certes, ça sera perdu puisque la licence, c'est par paire et pas par unité, mais voilà leur calcul. Sur la version data center, c'est la même chose. Donc, toujours 2 processeurs, 2 cœurs, sauf que la licence data center, la version data center, elle permet d'activer toutes les VM Windows Server qui sont incluses. C'est-à-dire, je fais mon hyperviseur, j'achète à 5200 € et je fais 20 VM Windows Server. N'oubliez pas que Windows Server, il a une licence. Je fais 20 serveurs Windows Server, ils seront activés. Je fais Active Directory, DNS, DHCP, mon 2IS, ainsi de suite. Ils seront activés à partir de la machine hôte, à partir qui a la licence Data Center. Ça, c'est un petit peu le principe de la licence Data Center et la licence standard. Ici, on parle de licence de Windows. Une fois j'active mon hyperviseur, j'active ma licence, comment ça s'appelle mon système d'exploitation, mon machine hôte. Une fois j'active, j'achète la licence Data Center. Toutes les machines qui seront virtualisées à l'intérieur, elles seront par défaut activées. Contrairement, et là, je dis que cette licence, elle a à vie. Pourquoi? Parce que la licence Windows Server 2019, c'est le dernier, jusqu'à présent, jusqu'à 2040, la dernière version de Windows Server qui sera sortie par Microsoft. Donc, il n'y aura que des mises à niveau, tel ou tel build, mais une seule licence, elle est activée maintenant à vie. Donc, il y a un gain très important. Et bien évidemment, Microsoft, ils ont sorti un outil, par exemple, pour la gérer, qui s'appelle Admin Center. Il est gratuit, si vous voulez, je vais faire une démonstration. Ça, c'est en ce qui concerne les licences. N'oubliez pas que pour les licences, bien évidemment, je peux faire un autre webinaire par rapport aux licences. N'oubliez pas que pour la licence VMware, j'active VMware et si j'installe Windows dessus, il faut encore acheter la licence à 820 €. C'est ce que les gens, ils oublient parfois. Donc, c'est moins intéressant pour les petites et moyennes entreprises puisque je vais activer mon VMware, j'achète ma licence et je mets 2 machines avec Active Directory ou DHCP dessus, Windows Server, j'achète encore 820, autant faire une seule fois et économiser. Donc voilà en ce qui concerne la partie de virtualisation. Je pense que là on a grillé le temps, hein, ça est passé vite. S'il y a autre démonstration, autre outil, on va le voir prochainement. Voilà, en ce qui concerne les licences. Si vous voulez, je vais faire une petite démonstration avant. Je vais vous montrer comment on peut la gérer avec Admin Center pour les personnes qui ne le connaissent pas. C'est équivalent du client léger qui est sur VMware. Et mon Admin Center. Donc voilà, je me connecte, je peux gérer mes machines virtuelles comme ça me plaît. Le temps où par exemple, vous posez les questions, parce que là, c'est vrai que c'est passé vite. On va pas tarder à passer où nous sommes dans la partie questions. Je vais vous écouter. Et je vais en même temps donc attendre que ça soit lancé. Oui, Oracle VM, Sylvain, Oracle VM, je lui ai parlé. J'ai parlé de. Il y a sur Oracle, il y a VirtualBox, il y a Oracle VM qui est historique aussi. Donc plusieurs fabricants, ils proposent leurs solutions, mais il faut
il faut voir la part du marché. Aujourd'hui, le marché des entreprises, il est réparti en deux. Hyper-V et VMware. Bien évidemment, ils peuvent trouver des solutions tierces à gauche, à droite, mais voilà. Oracle, on la trouve plus vers VirtualBox, mais c'est vrai, Nabil a raison, Sylvain a raison, il y a une version Oracle VM qui est abandonnée depuis très 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 longtemps, elle n'est pas du tout déployée dans les entreprises. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez interagir. Si vous avez des suggestions, vous avez des questions, d'autres questions par rapport aux licences, si vous voulez que je revienne sur quelque chose. Sinon, je vais vous laisser 5 ou 10 petites secondes de temps que je bois un verre d'eau et vous pouvez préparer les questions à me poser avant que. On peut aussi échanger, interagir dans la partie chat, n'hésitez surtout pas. Je vais vous reprendre dans 10 secondes. Je suis de retour, donc là, on va traiter les questions par ordre chronologique. Alors, qu'avons-nous? Il y a le chat, il y a les questions, les gars. Il y a un onglet questions pour poser les questions. Kevin et Sylvain, on les remercie. Est-il possible de combiner deux serveurs Hyper-V 2016 standard avec un nouveau serveur 2019? J'ai réexpliqué cette partie peut-être aux personnes. Là, on parle de la virtualisation. Nabil, tu peux poser les questions dans la partie questions, comme ça les autres ils le voient. C'est vrai que c'est un sujet très intéressant. Si vous avez un peu de temps, on peut déborder, c'est pas grave. Pouvez-vous partager le fichier de la présentation? Oui, je vais le partager à la fin. Vagrant en cible. Je ne connais pas. Peut-on inclure des conteneurs dans la virtualisation? Je ne sais pas là si vous voyez la question. Fabien qui me dit
Peut-on inclure les conteneurs dans la virtualisation? Microsoft, Windows Server, moi je parle sur Windows Server, là je suis expert, ils ont intégré la partie conteneur. Ceci dit, on peut virtualiser un rôle, tel que par exemple 2IS, mais pas une machine entière. Je pense que la partie cloud qui est encore secrète pour nous, bien évidemment, là-bas, ce qui se passe, il y en a qui disent, les experts Microsoft, ils disent qu'il y a des conteneurs derrière qui virtualisent les VM. Mais comme ça, de base, avec les hyperviseurs, on ne peut pas les utiliser donc directement. Il y a le risque d'avoir des virus sous forme d'hyperviseurs qui virtualisent l'OS. Ben, généralement, si on utilise les solutions les plus connues, il y a moins de risques. Après, je vois pas trop la réponse, mais si on utilise des Hyper-V, la machine, la VM, elle est isolée. Si une VM, elle est impactée, s'il n'y a pas de contact entre eux, donc le virus, il va pas se propager sur les VM, elles sont distinctes. Solution virtualisation, si vous voulez devenir formateur, ben, genre, je sais pas là. C'est la réponse. Je termine ma réponse. Je vais voir les questions. Si nous avons des serveurs physiques en production, quelle solution nous permet de les convertir en virtuel? Si vous voulez passer, ben, il y a des solutions que nous avons, qui se trouvent dans les, dans le marché ou qui se là, je parle marché qui se trouve sur Internet, par exemple, pour passer, ça dépend à quoi vous voulez passer, mais si vous voulez par exemple passer sur Hyper-V, il y a des solutions tout vers VHD ou convert vers VHDX qui permettent facilement de retransmettre ou convertir votre machine en VHD et ensuite la récupérer sur un hyperviseur. Il y a des solutions sur le marché qui sont gratuites, que ce soit au niveau de Hyper-V ou au niveau de VMware. Mais bon, il faut faire attention parce que les machines virtuelles, les machines virtuelles, elles n'ont pas les mêmes composants. Parfois, c'est mieux de partir sur sur un nouveau cycle parce qu'une machine physique, elle a par exemple des pilotes qui vont créer des conflits. Les VM, ils n'ont pas besoin de pilotes. Donc, il faut faire un nettoyage et faire attention à ça. Didier, cette question se répète régulièrement et suivant. Les gens, ça revient souvent. Les gens, ils nous disent, oh, je ne peux pas humiler USB. Ce qu'on vient d'expliquer, c'est que le type 1, c'est l'intérêt du type 1, c'est que le USB, il ne soit pas transmis ou il ne soit pas reconduit directement vers l'hyperviseur. Pourquoi? Parce que, imagine, supposons que vous avez des virus sur votre clé. Au moment que vous mettez la clé sur votre serveur, vous voulez que ça se propage sur toutes les VM, donc il n'y a pas un contact direct. C'est distinct, vraiment. Ton machine haute et les VM, ils sont distincts. C'est la démonstration que nous avons vue tout à l'heure, donc qui permet donc de séparer les flux. Par contre, avec un bureau à distance, par exemple le bureau à distance de Microsoft, je vais le montrer ici. Connexion bureau à distance. Si vous vous connectez au bureau à distance à votre machine, là, vous pouvez faire les ressources donc et voir les ports USB ou les disques durs. Mais les ports USB, généralement, ils ne sont pas reconduits vers les VM. Nabil, cette partie, oui, de virtualisation des données, elle était traitée partiellement par un collègue à moi, Fouad, qui lui fait l'hyperconvergence, et on va pas hésiter à le proposer, le webinaire, et traiter ce sujet. Voir les gars, est-ce qu'il y a des questions? Donc, il y a Youssef qui est expert SSM, donc qui travaille beaucoup sur Hyper-V. Je vois que là, vous commencez à échanger entre vous. C'est très intéressant, c'est bien, c'est sympa, puisque c'est ça le but. Moi, on va pas tarder, on va rester encore 5 ou 10 minutes au maximum. Mais c'est l'intérêt aussi, c'est que on échange entre nous et après, peut-être, vous pouvez m'envoyer, moi, des messages ou des mails à tout moment. Et donc, c'est l'objectif et c'est le but, c'est qu'au fur et à mesure, on partage nos connaissances. Franchement, là, je vois qu'il y a une bonne ambiance qui s'est créée dans le chat. De toute façon, c'est un peu limité, vraiment.
Mais bon, après, vous pouvez poser les questions à tout moment, ça me dérange pas. J'ai oublié, pour les personnes qui sont enregistrées, nous avons terminé un bouquin sur MDT que nous allons envoyer gratuitement à tout le monde. Il y aura d'autres bouquins qui sont en cours de rédaction. S'il y a parmi vous qui sont intéressés, nous allons faire des bouquins gratuits sur SSM, PowerShell, réseau, sécurité. S'il y a des personnes qui veulent nous joindre les formateurs, n'hésitez surtout pas. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà pour cette partie. Je vais voir un petit peu prendre les questions. Et n'oubliez pas le webinaire de la semaine prochaine que lui sera plus démonstratif et nous allons voir c'est quoi les masters qui revient régulièrement et quelles solutions adaptées pour quelle architecture. Est-ce que j'ai besoin d'un serveur de création de masters qui répond sur tout le réseau, qui répond à distance, ainsi de suite. Alors, je reprends les questions. Seulement, est-ce qu'un point de contrôle sur Hyper-V correspond à un snapshot côté VMware? Oui, effectivement. Un point de contrôle sur Hyper-V, c'est l'équivalent de Snapchat sur VMware. Attention, un petit conseil, je vous dis. Une petite astuce, une seconde. Une petite astuce, je vous reprends. Donc, ce que je veux dire, une petite astuce, c'est que quand vous faites un snapshot, une capture, un point de contrôle, ne touchez surtout pas aux fichiers où vous essayez de les déplacer, parce que le moindre déplacement, vous allez perdre toutes vos sauvegardes et toute la machine, carrément. On ne peut pas revenir en arrière. Si je pense bien, VMware est mieux que les autres logiciels de virtualisation. VMware professionnel, qui est payant, qui est cher, oui. VMware standard, si vous revenez, je vais partager avec vous le cours ou le diapositif. VMware, c'est un hyperviseur de type 1, comme j'ai dit, il est là. De type 2 plutôt, il est là. Et, attendez, il est là. Et il n'est pas du tout sécurisé. C'est la démonstration que nous avons faite. Il n'est pas sécurisé. Donc, vaut mieux, pour moi, s'orienter vers Hyper-V par la personne qui a posé la question. Pourquoi? Parce que Hyper-V, c'est un plus. Vous pouvez l'utiliser, l'ajouter à votre CV et vous avez plus de chances de le rencontrer dans les entreprises que VMware classique. Voilà pour cette question. Je reviens à la partie question. C'est vrai qu'une heure, elle est courte, mais bon. Je vais voir si... est-ce que quelqu'un a autre question? Voilà, deux, trois petites questions, après je ferme. Mais là, je vois déjà que ça vous a intéressé. Il y a une très bonne interaction entre les membres. Ça fait plaisir. Ouais, donc François, ouais. N'hésitez pas, là, je vois même des personnes qui veulent échanger pour chercher des stages ou quoi que ce soit. Voilà. Merci la famille. Je remercie tout le monde déjà. C'était très intéressant. Au plaisir de vous retrouver dans des prochains webinaires. Voilà, sur LinkedIn, c'est Dakama Mehdi. Fondamental entre une solution, plateforme de. Nabil est déjà parti sur la virtualisation des données. Donc ça, c'est géré aussi dans la partie Oracle, là, pour parler des SQL, ainsi de suite. Je pense aussi il y a les hyperconvergences avec Nutanix. Je pense que c'est un sujet distinct à côté pour ne pas embrouiller le reste des membres. Mais Nabil, je reviens vers vous dans le offline pour vous expliquer, vous éclaircir sur cette partie. Voilà.
Je vais voir s'il y a une question. Les licences, pour la personne à qui m'a demandé les licences, donc elle peut revenir ici, juste pour éclaircir cette partie, je sais que peut-être c'était un peu rapide. Donc les licences 2019, vous avez votre hôte Windows Server 2012 ou 2019 ou quoi qu'elle soit, vous devrez l'activer bien évidemment. Soit je choisis une licence standard 820 €, je l'active et je peux avec cette licence soit utiliser Windows normal, soit activer Hyper-V et mettre deux Windows Server gratuits avec. Soit c'est le data center, j'achète un 5200, j'active mon Windows Server de base et tous les Windows virtualisés, toutes les machines VM qui sont hébergées sur ce VM, ils seront activés directement, automatiquement et gratuitement. Donc, si une entreprise a un très grand nombre, un nombre important de machines virtuelles, il vaut mieux s'orienter vers la licence data center. Voilà. Je pense qu'on a terminé. Super. Bon, merci tout le monde. Je suis très ravi de l'ambiance que ça a créé et l'intérêt que vous avez suscité pour ce webinaire. C'est vrai qu'on est un peu limité, on peut pas tout faire, mais je vais tâcher à répondre à toutes les personnes, les contacter en hors ligne, qu'on pouvait m'ajouter sur le LinkedIn. Vous êtes tous les bienvenus. Comme j'ai dit, nous sommes une famille ici. On échange des informations. Personne ne détient toutes les connaissances, bien évidemment, mais peut-être j'ai des contacts. Merci Kevin, merci Sylvain aussi de votre enthousiasme, votre motivation. Et s'il y a une question particulière, donc je peux la véhiculer ou la demander à un collègue à moi qui ont des tuyaux. Il y a des experts un peu partout qui peuvent revenir vers vous et vous éclaircir. Super. Bah, portez-vous bien et à bientôt. Bonne soirée. Au revoir.